Cette vidéo est financée par les membres de la chaîne. Cliquez sur rejoindre pour soutenir mon travail et bénéficier de toutes les séances sans pub et de 20 hypnoses inédites. Je reviens début septembre. En attendant, vous pouvez découvrir mon nouveau podcast Empathie, précommander si vous voulez mon livre Être zen ça s'apprend avec 10 heures d'hypnose et un programme de 8 semaines anti-stress. Et vous pouvez même tester gratuitement une des hypnoses du bouquin. En attendant, bon été! Bonjour Églantine Émeillé. Bonjour. Vous faites partie des figures familières de la télévision, celles pour qui on a de la sympathie, qu'on a presque l'impression de connaître. Votre papoune, puisque c'est son nom officiel, est haut fonctionnaire, votre mamoune écrivaine. Vous naissez dans une famille XXL de 8 enfants, qui encore maintenant a des allures de clan. Et en suivant les affectations de votre père, vous avez passé votre jeunesse à bourlinguer des Antilles à la Nouvelle-Calédonie en passant par le Cameroun. Puis la famille pose ses bagages dans l'endroit le moins antillo-calédo-camerounais que je connaisse, c'est-à-dire Épernay, alors c'est la capitale du Champagne bien sûr, mais votre caractère rebelle fait que vous n'aimerez jamais ce vin pétillant, et une ellipse plus tard, vous avez votre DEA de finance, vous intégrez ensuite, et c'est un sacré tournant, la prestigieuse agence de mannequins, l'agence Ford, et puis vous pourriez être en train de travailler, comme tout le monde à la Défense, à jouer au DAF, le directeur financier, aucun rapport avec le paracétamol, mais qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas à la Défense actuellement ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes lancé dans une carrière totalement différente ? Et déjà à l'époque, est-ce que vous aviez l'intuition ou l'envie de ce que vous alliez faire plus tard ? J'ai fait des choix un peu à défaut, c'est-à-dire que je savais toujours ce que je ne voulais pas faire et je ne savais pas ce que je voulais faire. Et ne sachant pas, j'ai fait, vous savez, le bac C à l'époque, celui qu'on vous disait, voilà, c'est le scientifique qui vous ouvrira toutes les portes. Et puis une fois là, autour de moi, tous les élèves s'inscrivaient ou en maths sup ou en prépa HEC. Je me suis dit non, vraiment, les maths et la physique, j'ai pas envie là-dedans. Donc je me suis inscrite en prépa HEC. Et puis mes parents bourlinguaient pas mal. Mon père me dit au cas où, inscris-toi quand même dans une fac de sciences éco, qui était donc le pendant entre guillemets, et finalement j'avais juste pas envie de recommencer dans une ambiance de terminale bis avec la compétition en plus, donc j'ai choisi la fac pour avoir un peu plus le temps pour vivre, et puis là, parce que j'étais sérieuse, je suis allée au bout, et finalement j'ai réalisé en DEA que tel que j'étais partie, j'allais finir à la Défense. Et là, ça m'a fait peur. C'était exactement ce que je ne voulais pas. Le côté travail dans une tour avec que des costumes cravates, mais c'était ma hantise. Et là, je me suis dit, non mais c'est n'importe quoi, il faut que je m'échappe. Et j'avais cette proposition de commencer à faire du mannequinat, et je me suis dit, je ne sais pas quoi faire, et je saisis cette opportunité, je vais voir autre chose et on verra après. Et comment vous a-t-on découvert en tant que mannequin ? Comment est venue cette proposition ? Oh, alors ça, à l'époque, il y avait plein d'annonces dans des magazines pour ados. Et moi, en fait, c'est une agence qui organisait un concours dans un restaurant dans lequel j'avais mis les pieds. Je venais voir mes grands-parents à Paris. Et ils sont venus me voir dans le restaurant en me demandant pourquoi j'étais pas sur scène sur le concours et plutôt à l'arrière. J'étais toute jeune, j'avais même pas 15 ans. Et finalement, l'agence m'a fait rentrer dans son agence, et j'avais commencé à faire des photos pendant les grandes vacances. Et ils me sollicitaient régulièrement et je leur disais non, moi là j'étudie la finance, je pars faire autre chose. Et finalement, je les ai rappelés. Vos grands-parents, vous avez tendu un piège ? Oh non, pas du tout, ils étaient à 10 000 lieues de ça. Ils ne s'attendaient pas à ça. Et ma mère n'a pas sauté de joie, pour tout vous dire. Ah, elle avait peur de quoi ? De tout ce qu'on peut imaginer dans ces milieux-là. Fais attention, il va y avoir de la drogue, de l'alcool, du sexe, enfin des tas de choses. Donc non, ma mère était totalement contre. Donc je ne faisais ça que pendant les vacances scolaires, avec mes sœurs aînées d'ailleurs, que du coup j'avais fait rentrer aussi dans l'agence. Et on faisait ça ensemble. Pour nous monter à la capitale, faire des photos, c'était un truc un peu bizarre, un peu hallucinant. Et on allait dormir chez nos grands-parents quand on venait faire ça. Oui, c'était bien, c'était très raisonnable. Vous étiez une jeune fille très sage. Je crois que vous avez joué dans une publicité pour un fromage, le rôle de Perrette, c'est ça ? Je ne dis pas de bêtises. Ouais, mais quand vous êtes mannequin, vous en faites plein éventuellement des publicités. Mais il y a eu celle-là, oui. Mais
Est-ce que ça a été le premier pas vers la célébrité? Est-ce que c'est la première fois qu'on vous a reconnu à partir de cette publicité ou... Non, j'ai pas du tout eu l'impression. C'est après, c'est quand j'ai commencé la télévision que les gens se sont mis à me dire ah mais c'est Perrette. Vous voyez, c'est venu plutôt dans ce sens-là. D'accord. Et justement, donc pour la génération Z qui ne peut pas connaître, hein, les moins de 20 ans, donc vous présentez en 1999 la météo sur Canal+, dans une émission très très connue, Nulle part ailleurs. Alors à l'époque, c'est la plus bankable des émissions bankable. C'est un vrai Canal+ aussi, par rapport à maintenant, c'est un vrai vivier de créativité. Donc j'imagine que du jour au lendemain, vous êtes devenu très connu. Cette chance-là, elle s'est présentée comment? Est-ce que c'est aussi le hasard qui a frappé à votre porte? Oui, Et j'ai eu beaucoup de est-ce que chance. là, pour le coup, vous sentiez que vous alliez faire ce que vous vouliez faire? Alors, j'avais toujours eu le goût du spectacle. Ça, c'est vrai. Ouais. Plus jeune, j'avais très envie d'être comédienne, mais c'était voilà, une ambition que je n'osais pas affirmer à la maison parce que mes parents étaient à 10 000 lieues de ça et qu'ils revendiquaient des valeurs très intellectuelles. Et Mhm. du coup, ça a été un choc pour eux quand je leur ai dit je vais arrêter la finance et je vais faire un peu de mannequinat. Mhm. Et en fait, dans le mannequinat, vous passez plein de castings, beaucoup. Donc, vous ne demandez pas toujours de quoi il s'agit. Et j'avais fait un casting qui était en fait pour chercher une nouvelle Miss Météo à Nulle part ailleurs, à Canal+. Et la vidéo a été vue par Alain Degreffe, qui était le grand Manitou de Canal+ à l'époque, le directeur des programmes, qui m'avait appelé ensuite en me disant voilà, j'ai vu votre vidéo, j'aimerais vous rencontrer. Hasard total pour moi, parce que je vais vous dire, mes parents n'étaient pas fans de télé, qu'on voyageait beaucoup et que j'ai grandi avec très très peu de télévision. Donc moi, je ne savais pas qui était Alain Degreffe et je ne connaissais pas l'émission Nulle part ailleurs. Et D'accord. je suis arrivée là, un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais le contact est bien passé. On a décidé de le faire. Et je ne peux pas vous dire que je me suis sentie tout de suite à ma place, mais j'ai aimé ça tout de suite. Je retrouvais ce goût du spectacle que j'avais, où avec mes frères et sœurs, on montait des spectacles tout le temps à la maison. Je faisais de la danse classique beaucoup, donc j'étais sur scène une fois par an pour faire des grands galas dans les villes où on était. Et j'aimais ça. Et c'est vrai que là, à l'époque, Nulle part ailleurs, c'était une émission qui était en direct tous les soirs avec du public et où il y avait tout un show. C'était beaucoup de choses. Mhm. Ça vous a tout appris? Je pense que ça a été les bases, le meilleur moyen de commencer ce métier. Je ne dirais pas que j'ai tout appris là, mais j'ai appris l'essentiel, c'est-à-dire le direct tous les soirs. Il n'y a pas plus formateur. Et c'était en plus sur une émission et sur une chaîne qui vous laissait libre de créer et qui vous disait, moi Alain Degreffe au début, j'allais lui poser des questions tout le temps. Et au bout d'un moment, il m'a dit, Églantine, quand je choisis quelqu'un, moi je lui fais confiance. Et c'est ma faute si tu te trompes. Tu vas faire de l'antenne tous les jours, vas-y, ose, lance-toi, trompe-toi, casse-toi la gueule, Wow. tu te relèveras. Mais ce qu'il faut, c'est que tu oses essayer. C'était génial. Pas trop de stress? C'est si, aussi. Mais moi, je trouve ça formidable quand le patron vous dit allez-y, osez tout. Vous vous tromperez parfois, mais je suis là. Et c'est Ouais, normal. C'est normal de se tromper. C'était hyper stressant de se dire oh là là, je suis en train d'écrire quelque chose et ce soir, je vais le faire devant 4 millions de personnes. Et je me suis rendu compte aussi, j'avais une chronique de 2 minutes. Mais en 2 minutes, quand vous dites une connerie, que vous bafouillez ou que vous vous trompez, tout le monde vous en parle le lendemain. Alors que celui qui parle pendant 1 heure, il a 1 heure pour se rattraper. Pas vous. Oui, donc on est jugé un peu chaque fois, chaque jour, c'est une nouvelle aventure. Et vous avez, je crois plus tard, vous avez joué dans 2 pièces avec les animateurs de France 2 et de France Télévisions, peut-être en entier. Est-ce que vous avez eu d'autres expériences de théâtre? Est-ce que vous avez pu développer cette envie de spectacle? Alors quand j'étais étudiante, je faisais du théâtre et j'avais fait aussi du théâtre Mhm. d'improvisation. J'avais fait voilà, j'avais pratiqué le théâtre dans des troupes amateurs et dans des cours. Et cette expérience avec les animateurs de France 2, oui, je l'ai adoré. J'ai trouvé ça formidable. Et après, on avait joué un film également tous ensemble. C'était encore autre chose. Oh, Mais ça, c'est quelque chose qui me plaît toujours et que j'aimerais un jour avoir l'occasion de refaire avec plaisir. Après, il faut avoir le moment. Et ça, c'est moins évident. Euh, j'ai regardé avec attention votre parcours professionnel et ce qui m'a frappé, c'est la cohérence et l'élégance de vos choix. Vous avez été chroniqueuse culturelle sur Canal+, donc juste après Miss Météo.
co-présentatrice d'une émission scientifique avec l'enthousiaste et enthousiasmant Jérôme Bonaldi, présentatrice d'une émission très sélecte sur Arte, l'émission Chic. Il y a eu Allo Ruffo avec le célèbre pédopsychiatre. Et pour moi, c'était une émission d'utilité publique que j'affectionnais beaucoup, donc je regrette qu'elle n'existe plus. Et puis il y a eu les Rendez-vous en Terre Inconnue, Le Monde de Jamie. Donc c'est majoritairement des émissions avec une vraie profondeur. Qu'est-ce qui fait que vous avez réussi à donner à votre carrière une telle cohérence sans être obligé de présenter le loto à un moment ou à un autre? Comment est-ce que vous avez réussi à faire d'aussi bons choix? Est-ce qu'on vous imaginait finalement dans des émissions de qualité? Comment ça s'est passé? Je crois que dès le début, quand j'ai commencé comme Miss Météo, j'avais une trouille, c'est de passer juste pour la jolie fille stupide. Et donc je faisais attention et à mon écriture, sur mes textes, j'ai refusé des tas de choses qui auraient pu me mener. J'ai refusé des émissions de télé-réalité, j'ai refusé le loto, j'ai refusé plein de choses comme ça, justement. Donc, c'est des risques que vous prenez parfois. Et en même temps, je revendiquais et j'affirmais mon goût pour la curiosité et des choses qui aient du sens. Donc, au bout d'un moment, ça finit par se savoir. Et puis, quand vous faites un choix, puis un second, le milieu commence à comprendre que voilà, c'est par là que vous voulez aller. Après, c'est à vous de continuer à rester en contact avec les gens qui font des choses et de montrer vos envies, en fait. Mais c'est vrai qu'il faut savoir dire non parfois. Il y a une émission que vous aimeriez faire et que vous n'avez pas encore faite? J'adorerais que Nulle part ailleurs revienne. Et sinon, pour moi, c'est l'émission de rêve, en fait. Je ne vois pas ce que je pourrais revendiquer d'autre aujourd'hui. Je trouve qu'une émission dans laquelle on recevait à la fois des scientifiques, des astronautes, des écrivains, des chanteurs, des comiques, voilà, pour moi, c'est ça la vie et c'est ça la culture et c'est ce tout. Après, si aujourd'hui, dans ce qui existe, on me laissait le choix, je dirais à Frédéric Lopez, quand même, j'aimerais bien, moi, partir en voyage en inconnu. Ça, je peux comprendre. Mais peut-être une émission que vous créeriez, ce serait peut-être une émission culturelle ou quelque chose comme ça. Vous avez cette envie? Je propose souvent des choses. Après, c'est très difficile aujourd'hui de monter une émission à partir de rien, c'est-à-dire de créer complètement. Les enjeux financiers sont tels que les chaînes sont assez frileuses. Il faut faire quelque chose qui a déjà été fait ailleurs, souvent qui a déjà prouvé que ça marchait. Et il faut réadapter. Et puis, voilà, on est nombreux. Il y a beaucoup de chaînes. Il faut réussir à rester sur celle qui propose quelque chose de bon. Et puis là, je viens de commencer quand même une émission à la radio. Je poursuis celle que j'ai à la télé. Et je ne suis pas toujours dans le coup d'après, moi. J'essaye de bien faire ce que je fais déjà. D'accord, vous êtes restée sérieuse, studieuse, appliquée. Ça, vous avez gardé? Alors, je crois malheureusement que j'ai gardé un côté un peu scolaire, on pourrait dire. Je suis une vraie travailleuse. Je ne vais jamais à l'antenne ou je ne fais jamais une interview de qui que ce soit sans avoir préparé. Il m'arrive de rencontrer des professionnels qui donnent le change et qui n'ont pas préparé. Moi, je ne peux pas. Je ne veux pas passer à côté de quelque chose qui me semble intéressant. Donc non, j'ai gardé ce côté très studieux. Après, j'ai l'impression qu'avoir bien préparé me donne une liberté ensuite sur place. Je ne lis pas mes notes, moi. Je prépare tout. Et ensuite, je suis libre. Et qu'est-ce que vous trouvez de particulier à la radio? Je crois que ça fait peu de temps que vous travaillez à la radio. Est-ce que c'est le côté intime, la proximité? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus serein, de plus tranquille qu'à la télévision? Qu'est-ce que vous aimez à la radio? C'est peut-être plus ça. On m'a beaucoup parlé de ce côté proximité avec l'auditeur qu'il est moins facile, moi je trouve, de ressentir qu'en télévision. C'est-à-dire qu'en télévision, oui, je suis loin du téléspectateur. En revanche, je vais voir des gens ou je reçois des gens et qui sont sur le plateau avec moi ou quand je tourne en extérieur sur le monde de Jamie, je vais croiser des scientifiques, des éleveurs, enfin des gens de tout métier. Et là, je vais passer une journée, 2 journées avec eux. La rencontre, elle est bien plus importante. En radio, ça va être, je garde un auditeur à l'antenne, je vais le garder 1 minute, 2 minutes, ça passe très vite et je ne le vois pas. Et puis en plus, j'ai commencé cette émission en pleine pandémie, autant dire que j'ai beaucoup d'invités aussi qui ne viennent pas, donc que j'ai par téléphone. Il m'arrive de me sentir très seule dans ce studio.
permet aussi de créer plus d'intimité malgré tout avec un auditeur qui lui aussi peut être là anonymement et ose dire plus de choses. Et ça, c'est pas mal. Et puis, il y a un côté, vous le disiez, beaucoup plus serein, plus tranquille. On sent nettement qu'on est chez nous et vous êtes chez vous, je suis chez l'auditeur, mais voilà, il n'y a pas toute cette mise en scène qu'il peut y avoir en télévision qui simplifie effectivement le lien et le direct. Pourtant, j'ai l'impression qu'on vous perçoit comme quelqu'un de sincère, de chaleureux, de direct, d'accessible. Moi, j'ai l'impression que ça fait partie de vos qualités en tant que présentatrice. Mais oui, j'espère que ça se ressent. Je suis pas, j'y mets pas moi plein d'artifices, mais il y a la mécanique du télévision, il y a les lumières, il y a un plateau qui impressionne les gens qui vont venir me retrouver. Il y a des jingles, beaucoup d'images, des reportages. Tout ça a un côté beaucoup plus chaud, effectivement, spectacle. Même si on arrive, nous, les animateurs ou les journalistes, à être nous-mêmes, à être sincères, on ne peut jamais l'être autant que quand il n'y a plus aucun artifice. Est-ce que vous avez toujours autant de plaisir à être animatrice, journaliste, ou est-ce que vous avez d'autres envies qui sont en train de naître actuellement? J'ai toujours autant de plaisir. J'aurais toujours l'envie de ce dont on parlait tout à l'heure. Je signerais volontiers un jour une pièce de théâtre ou un film. Je commence peut-être à prendre un peu goût à l'écriture, mais c'est un autre travail, c'est plus complexe. En tout cas, j'ai toujours un grand plaisir à pratiquer ce métier. Et j'estime que j'ai une chance folle. Dans mon parcours, si on m'avait dit à 18 ans que je serais animatrice, journaliste, j'aurais dit mais non, je ne sais même pas ce que c'est. Et en fait, j'ai eu une chance folle parce que je fais un métier qui change tout le temps, où j'aborde des sujets différents tout le temps. Et c'est ça qui me passionne. C'est que moi, j'aime les gens et je suis curieuse. Et voilà, j'ai trouvé le métier idéal. Je rencontre des gens tout le temps. J'ai le temps d'échanger avec eux et j'apprends beaucoup à leur contact. Et je ne m'ennuie jamais. Donc vous avez eu 1000 vies, quoi, au contact des spectateurs, des auditeurs. Mais pour une fille qui a grandi avec des déménagements incessants, dans des lieux différents à chaque fois, je crois que le côté statique m'aurait profondément m'aurait tué à petit feu. Est-ce que ces déménagements, la rencontre soit de nouveaux pays, soit les dom-toms, est-ce que justement ça vous a permis d'apprendre à être, comment dire, à ce qu'il n'y ait pas de classe sociale, à pouvoir parler directement aux gens sans qu'il y ait de barrières, de murs? Est-ce que ça fait partie finalement de ce qui... Oui. Mes parents, je le dois aussi à mes parents, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois le voyage permanent et quand on allait, par exemple, le réflexe premier de mes parents, on s'installe au Sénégal, c'est pas de nous mettre à l'école française, c'est de nous mettre à l'école publique du coin. Et c'était ça tout le temps. Et donc, d'abord, ça donne un énorme sens de l'adaptation, de voyager tout le temps et de se déplacer. Puis, le corps préfectoral est tel que nous, on nous déménageait en milieu d'année scolaire, donc c'est pas facile, mais il faut s'adapter. Et puis mes parents, même en vacances, on ne restait pas chez nous. On partait tout le temps en voyage quelque part. Ils nous mettaient, on était à 10 dans un camping-car fait pour 5 et on partait bourlinguer le plus loin possible. Et oui, mes parents sont de nature... j'ai jamais vu mes parents faire de différence de classe sociale, donc je pense que j'ai grandi comme ça, au point que je vais vous dire, quand je suis arrivée en France à l'adolescence, on est arrivé à Angers. Moi, le racisme, c'était quelque chose que je ne comprenais pas. Enfin, j'avais pas vu la différence de couleur de peau, en fait, entre les gens. Honnêtement, j'avais pas vu. Vous avez gardé ce côté un peu roots, un peu on part à l'aventure, ouais? Énormément. Je vais vous dire, je suis une fan de camping et de voyage, sac à dos. Et moi, si je m'écoutais, et j'ai une famille derrière qui râle parfois de temps en temps, on pourrait pas aller dans un hôtel avec une vraie salle de bain une fois. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien le côté un peu roots, qui, à mon avis, est le moyen le plus authentique de voyager et d'aller vers les gens. Et mon rêve, aujourd'hui, et j'en parle tout le temps à mon compagnon, je dis, moi, le jour où on arrête de travailler, où ce métier s'arrête, où je voudrais aller vivre 6 mois dans un pays, 6 mois dans un autre, 6 mois dans un autre. On fait ça quelques années et travailler. Je veux bien être serveuse au Cambodge, faire des choses comme ça qui me permettront de vraiment vivre au contact des gens et de connaître vraiment un métier de l'intérieur, pas en tant que touriste. Vous avez déjà choisi vos destinations? 6 mois Kyoto, 6 mois au Cambodge, 6 mois... Le Japon, j'ai déjà fait pas mal, parce que quand j'étais mannequin, je passais les étés au Japon pour travailler. Wow. Mais oui, j'envisage le Cambodge, l'Amérique du Sud, me plairait bien. Je ne connais pas du tout non plus les pays beaucoup plus au nord. Je voudrais aller visiter l'Islande. Mais après, le monde est vaste, mais
Il est restreint en termes de voyage. Politiquement, on ne peut pas aller partout, donc ça va restreindre mes destinations, mais j'en ai déjà quelques-unes en tête. Donc il va falloir saboter votre carrière si vous voulez accéder à ça, sinon c'est mal parti. Peut-être qu'à un moment, je vais me dire, j'écrirai de loin. Ah ça c'est génial, c'est le métier idéal. C'est vrai, vous avez écrit plusieurs livres et 2 livres dont on va dont on va parler parce qu'ils sont excessivement marquants. Vous aviez cette envie de lecture quand vous étiez petite ou c'est venu plus tard en écrivant et d'abord en écrivant sur vos peines et sur tout ce qui vous est arrivé? C'est drôle, c'est que je lisais beaucoup quand j'étais petite, Mhm. mais aucune envie d'écriture. Et j'ai des parents qui écrivent et qui ont sorti des livres. Mhm. Et j'admirais, mes parents sont de vrais romanciers, et je me disais, waouh, comment est-ce qu'ils arrivent à faire ça? Et jamais je pensais que je pourrais. On est venu me chercher pour écrire le premier livre. Ça n'a pas été difficile, mais parce que je me racontais moi et je racontais des scènes vécues. Ce qui me paraît, moi, Mhm. très difficile dans l'écriture, et c'est pour ça que je dis, je suis pas... je disais, je ne suis pas romancière, je ne suis pas écrivain, c'est que je me voyais mal écrire une intrigue, inventer des personnages, leur donner corps, avec des différences à chacun, faire évoluer les choses au fur et à mesure d'un roman. Ça, j'avoue que ça me fascine beaucoup. Le premier livre, voilà, je racontais des choses vécues. Après, c'est vrai que j'étais assez contente d'avoir réussi à le faire et d'avoir réussi à donner et à transmettre à ce livre une dimension que je trouvais à la fois sensible, pleine d'émotions et en même temps avec de vrais moments joyeux. Mhm. Transmettre un peu aussi la folie douce de ma famille et de l'esprit qu'on a. Et je voulais y arriver par l'écriture. J'ai l'impression de ne pas être trop passée à côté. Mais je me raconte, donc c'est plus facile. Ah, c'est plus facile en même temps. Euh, c'est bizarre de commencer par ça, mais vraiment, votre premier livre, Le voleur de brosse à dents, est extrêmement bien écrit, à l'encre de la vérité, très, très incisif. On a l'impression qu'il n'y a pas de, comment dire, qu'il n'y a pas de rideau, qu'il n'y a pas de différence entre ce que vous écrivez et ce que vous avez vécu. Et je pense que c'est ce qui a donné autant d'impact à ce livre et le nouveau livre que vous avez écrit, Tout est mot dans ma tête. Je crois que là, vous commencez vraiment à vous diriger gentiment vers le roman. Il y a 2 personnages, il y a une poésie, il y a une douceur, il y a une construction aussi qui est plus complexe parce qu'on alterne de regards. Et Beaucoup plus de mal pour le second. Pour le second, j'ai eu l'impression de devoir me mettre bien plus dans la peau d'un écrivain. Et ça a été plus difficile dans la construction. Et puis finalement, voilà, j'ai fini par aller au bout en me demandant avec énormément d'angoisse si ça valait quelque chose. J'ai mis mhm. longtemps avant de faire lire les premières pages à mon éditrice, par exemple. J'avais l'impression là d'être revenue une écolière avec son prof qui allait lui dire « Ouh là là, tout est à revoir, tu recommences tout ». Et finalement, c'est passé. Et effectivement, j'ai été très soulagée quand j'ai eu les premiers retours où on m'a dit que voilà, c'était bien et que ça se lisait. Et déjà, là, j'étais très très heureuse Ah parce que oui. pour moi, oui, c'était beaucoup plus un travail d'écrivain. Oh, c'est plus que ça se lit très bien, on est vraiment transporté. Je vous dis, il y a une douceur qui est vraiment très, très appréciable. Alors, on n'a pas encore dit le sujet, mais je crois que la plupart des gens savent ce qui vous est arrivé. En 2003, naît Marco, un beau petit garçon bourré d'humour et d'intelligence. Et en 2005, naît un enfant beau lui aussi, mais dont les yeux sont vides au départ, et le corps atone comme une poupée de chiffon. Vous allez tourner plus tard un documentaire poignant. J'invite vraiment tout le monde à le regarder si ce n'est pas déjà fait. Ça s'appelle Mon fils, un si long combat. Car ce n'est pas un parcours de combattant, mais un vrai purgatoire que vous allez vivre. Parce que très vite, vous remarquez que quelque chose ne va pas. Euh, mais il va falloir des mois, malgré vos suppliques auprès des pédiatres et des allers-retours incessants à l'hôpital, pour qu'enfin on commence à savoir ce qu'a Samy. Et il souffre d'épilepsie. Il a certainement eu un AVC et il souffre d'épilepsie. Donc plus tard, il y a eu un diagnostic qui a été posé d'autisme, qui vient encore alourdir la dure réalité. Puis encore plus tard, vous vous rendez compte que c'est encore plus important, qu'il est polyhandicapé. Donc Samy a un retard moteur et surtout mental. Moi, ce qui m'a fait connaître en fait votre livre, c'est quand j'ai reçu en tant que psy des parents d'enfants qui avaient des difficultés, parfois très graves, parfois moins graves. Ça pouvait être des simples dyslexies, voire et ça pouvait être également des cas d'autisme. Et franchement, la plupart d'entre eux m'ont parlé du livre. Ça les a marqués, ça les a aidés, ça leur a permis
de se projeter, de comprendre aussi toutes les difficultés face auxquelles ils allaient être confrontés. Et puis parfois, ça leur a donné aussi des raccourcis. Donc pour moi, ça a été je l'ai vu de l'autre côté, un livre très 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 utile. Euh, pour moi, tel que je le ressens à la lecture et tel que je l'observe en tant que psy, euh, quand on a un enfant qui a des difficultés, c'est une sorte de deuil. C'est-à-dire on fait le deuil de l'enfant qu'on pensait avoir. La psychiatre Elisabeth Kubler-Ross a élaboré dans les années 60 la théorie des 5 étapes du deuil, c'est-à-dire qu'on passe par le déni, la colère, la négociation, la dépression, enfin l'acceptation, c'est-à-dire que ce sont des émotions qui sont très violentes et qui dépassent la logique et qu'on est tous susceptibles de ressentir. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez vécu? Est-ce que ça a été une sorte de deuil? Et avez-vous l'impression d'avoir fini votre deuil? C'est compliqué hein, comme question. Ça a été extrêmement douloureux, un cheminement très long pour... il ne s'agissait pas seulement d'accepter le handicap, mais oui aussi, mais de comprendre, si vous voulez. Alors, je pense que le deuil, pour utiliser ce mot-là, a peut-être été moins violent pour moi que pour des parents, par exemple, qui auraient eu un enfant évoluant tout à fait normalement jusqu'à 5 ans, 10 ans, ou un accident tout d'un coup le transforme complètement. Là, vous faites le deuil d'un enfant que vous avez connu. Moi, je n'ai dû faire le deuil que de l'enfant fantasmé qu'on a tous en nous. Quand on est enceinte, on imagine évidemment un enfant parfait et on se projette un peu. Dès le début, il n'a pas fonctionné comme un enfant normal. Donc il a fallu que je me réajuste très vite. Mais c'est vrai que j'étais très loin d'imaginer à quel point il allait être différent et handicapé. Et j'ai passé les premières années, je dirais au moins, sans doute presque 7-8 ans, à baisser en permanence mes espoirs vis-à-vis de ce qu'il pourrait faire. Mais... j'ai compris avec le recul qu'il y avait des médecins, des psychologues qui me disaient des choses que je n'entendais pas. Mon cerveau fermait la porte à ça. Je ne voulais pas comprendre qu'il allait être beaucoup plus handicapé. Donc en gros, quand il avait 2 ans, je me disais, bon, il ne fera pas Polytechnique. Et au moins, si j'arrive à le faire aller jusqu'au bac. À 3 ans, je disais, il fera un CAP, il aura un métier manuel, s'il arrive à ça, c'est bien. À 5 ans, je me disais, ce qui compte, c'est qu'il arrive au moins à s'habiller, à manger tout seul et à trouver un moyen de vivre. Et puis à 7 ans, je me disais, si seulement il pouvait au moins juste nous dire qu'il a faim, qu'il a froid, qu'il a soif ou qu'il est malheureux, ce sera énorme. Vous voyez, mais à chaque fois que je baissais ces espoirs-là, c'était douloureux. Et la prise de conscience de son état réel, elle a été très longue. J'ai été aveugle très longtemps, ça c'est sûr. Mais comme ça a été progressif, il n'y a pas eu de choc violent chez moi, mais une souffrance diluée dans le temps, permanente pendant très longtemps. Et puis après, il y a eu l'acceptation, effectivement, de cette idée que mon fils serait irrémédiablement, très lourdement handicapé. Et le moment où je l'ai compris... n'a pas été si douloureux que ça finalement. C'était toutes les années précédentes qui ont été violentes et douloureuses. Le moment où je l'ai compris, peut-être même que ça a été une forme d'apaisement. C'était OK. Maintenant, il en est là. Il sera comme ça toute sa vie. Il va juste falloir maintenant que je trouve la vie la plus adaptée possible pour lui, pour qu'il soit le moins mal possible. Parce qu'à l'époque, il était toujours en souffrance. Et c'était presque plus concret comme combat à mener. Plus évident en fait, que de chercher désespérément les gens, les solutions qui l'amèneraient à progresser plus. Est-ce que maintenant il se sent bien? Est-ce qu'il est plus apaisé? Est-ce que sa vie est douce? Eh bien, on pourrait presque le dire, oui. En tout cas, il y a une vraie différence. Depuis 1 an, il a déménagé, il est dans un nouvel établissement qui est très calme, c'est très apaisé. Il est dans une unité plus petite, il vit avec 12 autres personnes au lieu de 30. Il a sa chambre à lui et ça doit être la seule personne au monde pour laquelle le Covid a fait beaucoup de bien. C'est qu'autour de lui, les choses du coup sont beaucoup plus calmes. Il n'y a plus toutes ces entrées, sorties, toutes ces prises en charge. Tout a été mis en stand-by. Et en fait, ce calme, lui fait un bien fou. Et depuis 1 an, il s'est ouvert. Il est beaucoup plus souriant, il me regarde bien plus souvent, je le trouve beaucoup plus en interaction. Enfin, on a l'impression que lui, il a commencé à éclore en fait.
Pour vous, c'est vraiment, Samy, c'est une sorte de progression très 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 lente, mais une ouverture par des choses infimes. En fait, je crois que j'ai trop voulu bien faire pour lui et voulu le faire progresser. Et c'est là où souvent, dans mon combat dans le handicap, je dis que l'inclusion, c'est une belle chose. Bien sûr qu'il faut que les personnes handicapées aient droit à la même vie sociale que tout le monde et la vie en société. Ils doivent y avoir tous les mêmes droits et accès à tout. Mais il y a des personnes handicapées trop lourdement à qui on ne peut pas imposer ça parce que ça devient une douleur. Et on oublie que ces personnes-là, c'est à nous de leur fabriquer la vie la plus douce possible. Et en fait, moi, j'ai voulu pour Samy pendant des années, je luttais pour trouver la bonne personne qui allait lui apprendre un moyen de communication, pour le stimuler, pour lui apprendre à marcher, pour lui apprendre à manger tout seul. Ça a été une bataille et une guerre dans tout pour qu'il aille absolument dans une crèche. Je luttais et finalement, il était en souffrance perpétuelle. Et en fait, j'ai fini par comprendre, mais ça m'a pris beaucoup de temps, que tout ce que je faisais là, pour lui, c'était trop violent et qu'il avait juste besoin qu'on lui fiche la paix pour enfin se donner le temps de s'ouvrir aux autres. Et ce temps-là, je ne le lui laissais pas. C'est pas votre faute non plus. Vous faisiez tout ce qu'il fallait pour un autiste. Je ne suis pas la seule coupable, je suis d'accord. Moi, j'y ai cru parce que j'ai entendu des discours et que c'est vrai que quand vous êtes maman avec un enfant différent et pas bien, vous avez peut-être 5 personnes qui vous parlent. Il y en a un qui vous dit attention, il est très très handicapé. Mais les autres vous disent si vous faites ça, vous pourrez aller plus loin. Vous écoutez les autres. Et vous n'entendez pas la voix de celui qui voit moins. Et c'est normal et c'est humain. Et voilà, j'en suis là aujourd'hui, mais peut-être que j'aurais mieux fait d'écouter cette petite voix-là. Et pourtant, je sais qu'il ne faut pas non plus, parce qu'il y a des enfants qui, eux, iront bien plus loin que ce qu'on prédisait pour eux. Donc c'est très difficile. Sa grand-mère a accepté qu'il n'irait pas beaucoup plus loin. Est-ce qu'elle a enfin compris qu'il était polyhandicapé ou pour elle c'est toujours un enfant autiste et on pourrait quand même peut-être... Oui, ça reste plus difficile pour sa grand-mère. C'est vrai que depuis qu'il est dans cet établissement où moi je trouve que ça lui fait un bien fou, ma mère a passé son temps à me dire mais enfin c'est quoi son emploi du temps? Je lui dis pour l'instant son emploi du temps c'est rien. Mais c'est pas possible, il va perdre du temps, il régresse, tu vois bien. J'ai dit, mais maman, tu l'as vu une demi-journée, mais tu verras, aux prochaines vacances tu vas voir la différence. Depuis cet été où elle l'a beaucoup plus vu, elle dit plus rien. C'est-à-dire qu'elle a elle-même été éblouie de la différence. On a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui a émergé chez mon fils. Alors il faut rester raisonnable, vous ne le connaissez pas, mais quand je dis, ce sont des progrès qui sont très subtils, mais moi je vois un enfant 10 fois plus épanoui, il ose venir vers les autres, il ne vient plus, on sent qu'il y a moins de tension en tout, il est serein, il est souriant, il ose aller plus loin quand il marche tout seul, il ose marcher plus souvent tout seul et pas seulement nous tenir la main, c'est des détails, mais qui sont très signifiants chez lui et qui changent tout pour nous. Et oui, ma mère elle a vu la différence. Maintenant, elle continue de temps en temps à me dire « T'es sûre qu'il ne faudrait pas trouver une orthophoniste pour qu'il apprenne un peu plus telle méthode ?» Mais écoute, pour l'instant, je lui fais... Est-ce qu'il a arrêté de se frapper, de s'automutiler? Il le fait moins parce qu'il va mieux. Il se frappe quand il est mal ou qu'il ne comprend pas une situation parce qu'on n'a pas pris le temps de lui expliquer. J'ai compris aujourd'hui que si je le déplace et que je veux l'emmener chez des amis ou que je veux l'emmener au centre commercial ou à la plage, avant, je me disais, il comprend rien. Je le prends, je l'emmène, je le mets dans la voiture, je lui parle, mais je ne lui expliquais pas vraiment tout. Maintenant, je fais des photos de l'endroit où je vais d'abord. Je les lui montre, je prends le temps, je lui explique. Même s'il ne me regarde pas, parce que de temps en temps, il est comme ça, moi, je continue mon explication. Et puis, je lui laisse le temps de sortir de sa chambre. Je lui laisse le temps de rentrer dans la voiture. En fait, c'est la différence aussi avec le fait qu'il ne vive plus chez moi. C'est que quand je vais le voir, moi, je suis là à 100% pour lui. Donc, si pour monter dans la voiture, il a besoin de 5 minutes, ça peut paraître très long dans la vie d'une Parisienne qui doit aller d'un point, eh bien, je lui laisse les 5 minutes. Résultat, tout est plus doux et plus facile. Il a peut-être, lui, besoin de 5 minutes pour appréhender que la voiture est là, que les sensations sont comme ci. Et quand enfin il est prêt, il lève tout seul la jambe, il rentre dedans tout seul et tout va bien. J'ai trouvé qu'il y avait un côté très beau et très utile dans
dans votre documentaire, dans vos livres, c'est bien souvent, par exemple, quand nos parents sont vieux, on hésite pendant longtemps avant de les mettre en EHPAD. On se sent coupable, on se dit qu'il faudrait qu'on fasse tout nous-mêmes. Et puis finalement, assez souvent, les parents souffrent, vivent dans de mauvaises conditions, sont très très seuls. Et on voit qu'en EHPAD, parfois, je ne dis pas que c'est le cas à chaque fois, mais ils sont plus entourés. La vie est plus douce. Et finalement, comme les aidants sont voilà, moins fatigués, ils sont davantage présents, ils ont plus à donner. Et j'ai trouvé que c'était une belle façon de le présenter parce que ce n'est pas de l'égoïsme que de savoir passer le flambeau et de confier son enfant ou ses parents à des gens qui savent faire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je crois qu'il y a un moment, il faut accepter que d'autres puissent faire mieux que vous. Et je dis souvent ça à des parents qui m'appellent désespérés en me disant qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils n'y arrivent plus avec leur enfant, mais qu'ils sont incapables de s'en séparer. Ça a été pour moi une douleur énorme, mais je l'ai fait à un moment où je savais intimement que c'est ce qu'il fallait à Samy, qu'il serait mieux avec d'autres qu'avec moi, qui devait travailler, parce qu'il fallait bien que je paye les psychologues, toutes les interventions, que je paye mon loyer, que je m'occupe de son frère. Je devais travailler, m'occuper de lui, ne pas dormir. J'étais épuisée. Et tellement qu'au bout d'un moment, ça joue sur votre tension nerveuse, sur votre santé. Et je n'avais plus ce temps-là. Samy, c'est une éponge à émotions. Donc, il sentait que j'étais nerveuse. Donc, il était nerveux. Et puis, ce ne sera jamais pareil quand vous, parents, vous faites une séance avec un enfant. Je le vois, nous, on a des écoles pour des enfants autistes au sein de l'association. Si je m'occupe de mon fils, en imaginant que mon fils soit, par exemple, autiste d'un haut niveau, je fais une séance d'éducation avec lui, je vais être en attente d'un résultat et frustrée qu'il n'arrive pas tout de suite. Je serai bien plus efficace avec l'enfant d'une autre. Vous voyez ? Et ça, j'ai fini par comprendre qu'en tant que maman, j'étais pas forcément la meilleure pour tout pour mon fils. Et que s'il y avait des professionnels de l'éducation, du soin, c'était pas pour rien, que c'était des vrais métiers. Et je revendique le besoin de n'être que sa maman et pas son éducatrice, sa psychomotricienne, son médecin. Il y a des gens pour ça qui font mieux que moi. Il y a des idées qui pour moi sont fausses et un peu dangereuses. C'est pour l'idée de l'attachement, l'idée que quand on a un enfant, l'attachement à l'enfant devrait être quasi automatique. Je ne sais pas si vous m'entendiez, excusez-moi. Ça... Ouais. Oui, désolé, je vais recommencer. Pour moi, il y a une idée qui est complètement fausse, c'est l'idée que quand on a un enfant, l'attachement se crée d'une manière chimique et quasi magique. Mais ça, pour moi, c'est vraiment c'est bullshit, hein, tant pis pour l'anglicisme. Et ça fait vraiment souffrir beaucoup de parents, beaucoup de mamans qui prennent du temps avant d'apprendre à se sentir proche de l'enfant, à l'aimer, parce que de toute façon, quand on sort d'un accouchement, on est déjà explosé de fatigue. Il y a aussi la dépression qui peut arriver à ce moment-là. Mais vous avez tellement raison. Mais moi, j'ai été comme toutes les mamans. Quand j'ai eu mon premier enfant, ce que vous lisez dans les magazines, ce que vous voyez à la télévision, au cinéma, mais c'est à milieu de la vérité. C'est-à-dire que vous ne voyez que des femmes qui vous disent que leur vie a été bouleversée par l'arrivée de ce premier enfant, que ça n'est que de l'amour et que tout est beau et elles sont en pleine forme au bout de 2 mois, elles sont toutes minces. Moi, j'étais dévastée, j'étais épuisée et puis je culpabilisais. Je me disais, mais comment ça se fait que tout le monde ne soit que bonheur? Alors quand les gens me disaient, alors tu as ton bébé, tu es heureuse? Et à ce moment-là, il avait 2 mois, il ne faisait que pleurer toutes les nuits et je me disais, je peux pas dire que je sois heureuse là. Là, je suis morte, je suis bouleversée, je comprends pas ce bébé. Je ne sais rien. J'étais en vrac, moi, mais vraiment en vrac. Et c'était un enfant normal, hein, qui allait très bien. Mais en jeune accouchée, jeune maman, je désespérais. Je me disais, mais c'est pas possible. Pourquoi tout le monde ne voit que du bonheur là où moi, là, je suis en pleine pagaille, quoi. Donc non, j'ai compris que j'étais pas la seule et je le dis. Alors c'est drôle parce qu'après, quand j'avais mes sœurs, des copines qui me posaient des questions, j'ai dit, vous voulez vraiment la vérité ou pas? Qui rêvaient d'enfants et qui me disaient, alors c'est formidable, tu me conseilles de faire un enfant maintenant? Je dis, ah non, mais attendez, si vous voulez la vérité, vous me demandez. Si vous voulez du rêve, demandez aux autres. Et oui, moi j'ai trouvé qu'être maman, c'était de mieux en mieux avec le temps. Mais ça n'a pas du tout été aussi évident que ce que je pensais en ayant
lu des tas de choses formidables. Dans votre livre, Le voleur de brosse à dents, vous parlez d'amour inconditionnel. Est-ce que c'est parce que finalement, comme il n'y avait pas d'interaction ou pas beaucoup d'interaction avec Samy, c'est en cultivant un amour inconditionnel que vous avez pu créer l'attachement? Comment est-ce que vous avez fait quand il n'y a pas autant de retours qu'on aimerait de la part d'enfants, quand même le retour parfois c'est de l'agressivité, il a pu vous frapper par exemple, donc comment... C'est très dur. C'est vrai qu'avec mon premier enfant, je le disais, l'attachement il n'est pas venu spontanément et ça m'a pris des mois, le temps de faire connaissance avec lui, pour viscéralement me sentir attachée à lui. Avec Samy, j'ai eu l'impression que c'était plus évident, curieusement, à la naissance. Alors peut-être parce que j'étais déjà maman et qu'en gros mon cœur était déjà entraîné à ça, je ne sais pas. Ça m'a paru plus évident que j'étais sa maman. Et en revanche, effectivement, il y a eu très vite ce décalage et cette frustration de ne pas avoir le retour souhaité. Et là, je pense que c'est l'inquiétude et la responsabilité qui ont pris le pas. C'est que je sentais cet enfant démuni, faible, fragile, et il n'y avait que moi pour le voir, le comprendre. Et là, il y avait un côté très purement instinctif, à mon avis, animal, de « je suis sa mère, c'est à moi de le protéger et de l'aider ». Et c'est là où je dis souvent, il y a quand même une part purement animale et instinctive, c'est que cet enfant, pendant longtemps, ne m'a rien renvoyé, ou quand il me renvoyait quelque chose, comme vous le disiez, c'était de l'agressivité, c'était très violent. Et malgré tout, je l'aimais déjà. Donc il y a quand même quelque chose de viscéral qui est là. Mais ça n'a pas été non plus le grand éblouissement le jour de sa naissance. Ça a été plus évident et la progression était plus rapide qu'avec mon aîné, mais je pense que c'est parce que j'étais déjà maman. Vous avez accueilli un réfugié chez vous, un réfugié irakien. Après toutes ces années de combat, qu'est-ce qui vous a donné l'énergie ou l'envie d'accueillir quelqu'un qui allait peut-être perturber votre tranquillité? Et puis, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire un second livre où on parle à la fois de ce qui est devenu Samy, mais au travers du regard de Samy, et aussi on parle de ce réfugié irakien, ces deux personnes seules qui ont du mal à communiquer, l'un parce qu'il ne parle pas français, qui n'est pas habitué finalement à nos mœurs et coutumes, hein, tout simplement, et puis l'autre parce qu'il n'arrive pas à sortir de mots, il n'arrive pas à exprimer qui il est. Mais qu'est-ce qui vous a permis, donc, comme ça, qu'est-ce qui vous a dit, mais oui, voilà, c'est bon, j'ai passé 10 ans, je suis complètement épuisé, mais je vais accueillir quelqu'un chez moi, et puis après, je vais écrire un livre. Comment ça s'est passé? Mes parents ont mis au monde 8 enfants, et on n'était jamais 8 enfants à la maison. C'est-à-dire que ma mère, elle est très mère poule, elle préférait nous avoir à la maison avec nos copains, plutôt que de nous voir partir chez nos copains. Donc à la maison, on se contentait de dire, au fait, maman, il y a un tel qui reste ce soir. Bon, bah d'accord. Donc on était souvent 14, 15 à table le week-end. Et puis, en Afrique, mon père avait recueilli comme ça aussi un orphelin qui venait chez nous quand il avait envie, puis petit à petit, qui est venu beaucoup plus souvent, qui était indépendant. Mon père l'a mis dans une école, il avait un frère, mais plus de parents. Et Amadou, maintenant, fait partie, est le 9e enfant de la famille, mais jamais de façon officielle, mais simplement, voilà. Mes parents étaient comme ça. Et ce qui m'a pris, tout simplement, c'est que un peu peut-être de culpabilité de voir qu'on était dans nos canapés bien au chaud au moment où on regardait aux infos tous ces réfugiés qui arrivaient de loin, qui passaient par 1000 étapes douloureuses et qui se noyaient beaucoup. Et simplement un jour, on se disait, mais quand même, ces différences-là entre eux et nous, il n'y a rien qui les justifie. Et je trouvais ça tellement injuste et tellement cruel qu'à un moment, voilà, je me suis dit, mais on a la place. En fait, Samy, maintenant, il vit ailleurs toute la semaine. Pourquoi ne pas accorder sa chambre à quelqu'un qui en a besoin? Ça me paraissait naturel. Après, je me doutais bien que c'est un effort, que c'est un engagement. Donc, on en a parlé en famille. J'ai dit, on ne le fera pas si tout le monde n'est pas d'accord. En plus, on l'a accueilli à une époque où moi, je partais en tournage 2 à 3 jours par semaine. Donc, c'était mon idée, mais c'était un peu plus facile pour moi. C'est-à-dire que je disais, bon, ok, mais en fait, c'était les autres qui allaient l'accueillir tout le temps. Moi, j'arrivais, j'avais moins de jours de la semaine. Mais ils ont tous été d'accord. Voilà, on l'a fait. Peut-être que c'est aussi une tendance que j'ai. Je peux avoir une idée folle et puis je me dis, on verra après. Bon, voilà, on l'a fait. Finalement, c'est pas si compliqué.
Vous accueillez quelqu'un que vous ne connaissez pas, au bout d'une semaine, vous le connaissez un peu. Au bout de 15 jours, vous vous sentez moins envahi dans votre intimité. Et au bout d'un mois, ça devient beaucoup plus naturel. Donc c'est un petit effort à faire, mais tout ça s'instaure assez bien. Et après, le livre est venu parce qu'on me demandait beaucoup de raconter la suite de Samy. Qu'est-ce qu'il devenait? Mais est-ce que vous pouvez nous écrire le deuxième livre? J'avais pas envie de raconter à nouveau un combat. D'abord parce que je vivais les choses différemment. Samy n'était plus à la maison tout le temps. Et ça m'amusait de le faire parler lui. Et c'est quelque chose que je fais sur le WhatsApp familial de temps en temps. Je prends la parole au nom de Samy et je fais « Salut, coucou tout le monde. Dites donc, là, il n'y a personne qui est venu me voir dans la famille depuis tant. Vous vous fichez de moi, là? Vous voulez que je vous foute le bordel à la maison ?» Enfin voilà, je déconne un peu. Et je me suis dit, après tout, il peut parler tout un livre. Et je cherchais un interlocuteur et je trouvais que la vie de Mohamed était un roman à lui tout seul. Et je me suis dit, voilà, les gens ont envie que je leur parle de Samy. J'ai trouvé l'interlocuteur idéal. En fait, j'ai 2 personnes qui vivent la même chose à des niveaux différents. Mais ce sont 2 personnes que personne ne comprend. Et ils vont se confier, ils vont se raconter l'un à l'autre. Voilà comment est venue l'idée. Oh, c'est chouette. Il y a une dernière question que j'aimerais vous poser avant de passer au questionnaire de Proust. C'est une question que je ne vous ai pas posée tout à l'heure. C'était vraiment un combat parce que pour Samy, vous avez été face à un système de santé qui n'était pas adapté, à des médecins qui ne comprenaient pas, qui disaient c'est rien, parce qu'en fait, ils ne voyaient pas ce qui clochait, donc comme ils ne savaient pas, c'était forcément rien. Vous avez été confronté à une méthode qui s'appelle la méthode ABBA, et qui finalement a été une sorte de torture au quotidien, parce qu'on essayait de pousser Samy, et que finalement, Samy, ça ne marchait pas avec lui, mais on vous disait que ça devait marcher, donc ça continuait, ça coûtait cher en plus, et c'était oui, pour moi, c'était de la torture pour vous, et pour Samy aussi. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ces années de combat, et comment est-ce que vous expliquez cette inadéquation, cette violence finalement qu'on peut avoir quand on vient simplement demander de l'aide et qu'on ne la retrouve pas et qu'on ne la trouve pas en face? Je pense que je sais pas, est-ce que les médecins n'osent pas nous dire la vérité, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des fois quand on nous l'a dit, on ne l'entend pas. Je crois qu'il y a peut-être une volonté de nous laisser aussi cheminer pour comprendre le niveau de handicap et des difficultés. Mais après, ça a été d'une violence épouvantable. Je ne souhaite ça à personne. Ça a été des années vraiment très, très dures. Je m'attendais, moi, le jour où on vous dit, voilà, on a trouvé ce qu'a votre fils. Il est épileptique, il est autiste. Je me disais, c'est terrible, mais enfin on sait. Et donc, il y a forcément un mode d'emploi et un parcours balisé. Et puis là, vous vous retrouvez face à un grand vide, avec en plus des gens qui sont tout le temps contre vous. Ça a été vraiment très dur et je ne l'explique pas, mis à part que comme il avait cette étiquette avant tout d'autiste, qu'il y a 10 ans, l'autisme était encore très méconnu, que les médecins n'entendaient à peine parler dans leurs études. Et que finalement, je crois qu'aujourd'hui, le handicap... Quand on vous parle de handicap, les gens entendent sourds, muets, aveugles, chaises roulantes. Ce sont des handicaps physiques qui ne sont pas très difficiles à appréhender pour la société. Le handicap mental fait peur, et je le comprends, parce que ce sont des personnes qui n'ont pas nos codes sociaux, qui vont agir tout d'un coup de façon totalement inappropriée pour nous, et pour le coup envahir un peu nos habitudes, notre sphère intime, et ça fait peur. Et donc, il y a peu de personnes pour vous tendre la main. Et ceux qui le font ont bataillé souvent de leur côté pour trouver une solution. Alors, ce sont souvent des parents eux-mêmes. L'ABA, par exemple, j'avais été mise entre les mains d'une personne qui avait lutté pour imposer l'ABA en France. C'était une psychologue reconnue, mais l'ABA, elle s'était fait former à ça et elle avait lutté face à des tas de gens qui disaient que c'était épouvantable. Mais quand vous luttez pour quelque chose, vous pensez finalement détenir la vérité, quand enfin on vous accorde le droit de le faire. Et si ça a marché sur un enfant, vous vous dites que c'est ça qu'il faut faire. Et vous êtes tellement... Ça vous a demandé une telle énergie d'arriver à ça que pour vous, c'est évident et c'est ça et rien d'autre. Et vous n'écoutez plus les autres. Je ne sais pas, c'est la seule façon pour moi d'expliquer les choses, c'est que j'ai eu affaire à des gens qui ont lutté, qui ont mis en place des systèmes qu'ils ont estimés être bons, être les justes, et qui du coup ont mis tellement d'énergie qu'ils n'ont plus rien voulu entendre à côté. Et ça a été terrible. Ça a été terrible pour Samy, ça a été terrible pour moi et pour beaucoup d'autres parents.
Toute dernière petite question. Maintenant, vous nous avez donné tout à l'heure des nouvelles de Samy, donc j'ai l'impression que Samy, finalement, vous vous êtes rendu compte qu'il percevait davantage que vous ne croyez, et maintenant il exprime, il partage davantage. Mais comment va Marco? Comment vont Mamoun et Papoun? Comment va Richard, votre compagnon qui est rentré dans votre vie au moment où vous étiez la plus perdue et qui a été là tout le temps? Oui, et il est resté, il a tenu bon, il a été fiable. Et vous, comment allez-vous? Alors, je dirais qu'on va tous plutôt bien, surtout dans les conditions de vie actuelles. Mes parents prennent le temps de vivre à la retraite. Ils ont de la chance, ils ont 8 enfants qui vivent dans des endroits différents, donc ils se promènent de l'un à l'autre, ils sont accueillis une semaine chez les uns, chez les autres. Ils profitent, ils vont plutôt bien. Marco, c'est pas si facile. Il a eu 18 ans, toutes les fragilités, c'est un enfant hypersensible, précoce, et c'est donc un enfant assez fragile. Et le fait d'avoir un frère comme ça reste une blessure aussi pour lui. Même si lui vous dira, bah non, moi je trouve ça super naturel, de toute façon j'ai rien connu d'autre, Samy c'est mon frère et pour moi les frères c'est comme ça. Mais quand même, il a des relations avec ses amis qui ne sont pas celles que les autres ont. C'est-à-dire il surinvestit ses amis, il est à la recherche d'un frère. Là je joue les psys. Hein. Mais Faites, je vous en prie. et Moi j'évite il de est... jouer à ça. Ouais, et il est en première année d'études à l'université et là, il est en souffrance comme tous les étudiants d'aujourd'hui. C'est que malheureusement, il est en première année d'études sans avoir mis les pieds à l'université. Ça fait des mois et des mois qu'il est seul à la maison avec moi et son beau-père à un âge où on n'a qu'une envie, c'est d'envoyer bouler sa mère et son beau-père. Donc c'est pas très très drôle. Donc là j'avoue qu'on vit une situation pas évidente pour lui et il montre qu'il est... Bon, il n'est pas au top de sa forme, mais on va surmonter ça, j'espère. Et puis, moi, je vais bien, je travaille beaucoup, trop à mon avis. J'attends aussi le moment où j'arriverai à délaisser des choses ou à faire d'autres choix peut-être pour me poser. Mais je ne peux pas me plaindre. J'ai un travail passionnant et ça m'y va bien en ce moment. Mon compagnon est en forme, enfin, on va bien. Globalement, on va bien. Ça fait plaisir parce que en vous lisant, on a vraiment l'impression de vous connaître et je suis impatient de lire votre prochain roman. Je ne sais pas si vous l'avez déjà commencé, mais c'est évident qu'il arrivera. J'ai parlé à l'animatrice, à la journaliste, à la maman, à la femme. Maintenant, j'aimerais poser des questions à Églantine et des questions un petit peu différentes des questions qu'on pose habituellement. Des questions pour vous surprendre, c'est ce qu'on appelle le questionnaire de Proust. L'idée, c'est d'avoir un angle complètement différent, de répondre parfois à des questions un petit peu absurdes pour découvrir des petits morceaux de vous-même qu'on ne connaît pas. Si la réincarnation existe, quelle était votre dernière vie? Dauphin. Oh, c'est chouette. Ouais, je trouve que c'est un animal formidable. Il ne fait que jouer, faire des câlins et être dans l'eau. Je crois que ça m'irait très bien. C'est peut-être de ça que je tiens mon amour de la mer. Si Dieu fait du sur-mesure, et si Dieu existe, à quoi ressemblera votre paradis et à quoi ressemblerait votre enfer? Ah, ça c'est pas évident. Mon paradis... Alors déjà, j'ai toujours imaginé le ciel, là où vivait Dieu, si Dieu existait, comme une sorte, mais c'est une image d'enfant, hein, une sorte de tas de nuages qui serait tout agréable, molletonné comme un cocon. Le paradis, ce serait que des gens zen, détendus, souriants, au bord d'une mer de sable chaud. Ce serait une forme de légèreté. Je crois que le paradis serait quelque chose de léger. Et mon enfer, ce serait la souffrance de mes enfants et la perte des gens que j'aime. Ce serait la solitude, je crois. Voilà, mon enfer, ce serait la solitude. Quel est le dicton ou la citation que vous vous répétez le plus souvent? Je crois que je dirais... J'en ai deux peut-être. Aide-toi et le ciel t'aidera. Souris à tout. Souris aux autres, souris aux gens, et les gens te souriront. Et ça marche pour les deux? Ou faut le répéter plusieurs fois? Ça marche très bien. Je vis dans une ville où les gens ont l'habitude de dire que les Parisiens sont désagréables, sont fermés, ne sourient pas, que les gens sont durs.
Mais si vous rentrez dans une boutique, dans un café ou un tabac ou dans n'importe quoi, en disant bonjour avec le sourire, les gens vous sourient et deviennent aimables. Enfin, pour moi, je crois que les choses doivent venir de nous, en fait. Donc vous croyez qu'à Paris, les gens tirent la gueule, donc ils voient en face des gens qui tirent la gueule, donc finalement ils tirent la gueule à nouveau, et c'est une sorte de phénomène d'entraînement qu'il faudrait, je sais pas, peut-être 10 000 personnes qui sourient et on changerait la tendance. Mais j'en suis persuadée, moi, vraiment. Quel est le plus grand de vos petits plaisirs coupables? Le chocolat. Le chocolat, alors je dirais pas une addiction parce que j'ai déjà testé, je peux m'en passer pendant plusieurs jours. Mais je suis une gourmande terrible. J'ai un bon coup de fourchette et je suis très salée en général, sauf pour le chocolat. Je ne résiste à rien quand c'est du chocolat. Mon bureau à France Bleu, ça y est, il est réputé. Il y a un tiroir avec des tas de chocolat et les autres l'ont repéré. On se fait des amis rapidement grâce à ça aussi, hein. Quand la vie semble injuste, triste ou douloureuse, ou même absurde, que faites-vous pour essayer d'être heureuse? Quand je vais vraiment pas bien, moi, quand à un moment vous disiez comment j'avais vécu tout ça sans craquer, il m'arrive de craquer. Moi, j'ai une méthode, c'est de pleurer un bon coup sous la douche, d'aller dormir et après ça va beaucoup mieux. Quand tout est un peu noir, je dis, et c'est ce que je fais parfois avec mon fils aîné, j'ai ok, tout va mal, là il faut qu'on se fasse du bien. Donc de quoi tu as envie là tout de suite? On choisit la musique que tu veux, on la met à fond, on danse, on crie, et on mange ce que tu veux, et tu choisis le film que tu veux. En fait, je crois qu'à un moment, quand tout va mal, je sélectionne les mini-plaisirs, et je les mets tous ensemble. Et après, ça va mieux aussi. Donc vous avez votre trousse de secours toujours disponible? Alors vous écoutez quoi quand vous voulez être heureuse malgré tout? Une danse de Grise. Parce que moi, j'aime danser. Et je me mets Grise à fond. Et je danse et je chante. Ça fait beaucoup de bien. Et sinon, c'est le thé avec une copine aussi. Ça marche bien, ça. C'est pas mal ça. La bonne copine avec qui vous dites tout. Quand vous êtes-vous magistralement trompé pour la dernière fois? Magistralement, alors je peux le dire en blaguant, parce que c'est la réalité. J'ai un sens de l'orientation pitoyable. Donc maintenant, à la maison, j'étais hyper convaincue cette fois pendant les vacances. J'ai dit non, je vous assure que la voiture, elle est là. Et là, vous vous êtes tous trompés. Bon, encore une fois, je me suis trompée. À la maison, ils ont l'habitude maintenant. Quand je dis à gauche, tout le monde part à droite. Et je crois que je me suis trompée dans un débat avec mon fils. On a beaucoup de débats sur l'écologie et l'amour chez les jeunes. Alors, mon fils est très, très hyper féministe. Et puis, sur tout ce qu'on voit aujourd'hui, on aime une personne, quel que soit le sexe, par exemple. Et sur le genre. Alors, j'ai des débats avec lui sur le genre. Où c'est vrai que je continuais je lui dis écoute, je suis intimement convaincue qu'il y a une différence quand même entre les filles et les garçons parce qu'on n'est pas fait pareil physiquement et il m'a présenté une amie, et je devrais dire un ami qui a réussi à me démontrer tout le contraire, mais c'était son parcours de vie, un jeune garçon de 18 ans qui est né fille et dont les parents ont éduqué, me dit-il, de façon totalement non genrée et qui me dit mais ça tombe bien, je n'ai jamais été une fille en fait en moi-même. Alors voilà, ce sont des choses où je suis obligée de revoir un peu mes positions et je trouve ça bien d'avoir un jeune garçon qui m'aide à ouvrir un peu ce que j'ai appris jusqu'ici. Mais voilà, voilà, en ce moment je crois qu'avec lui je suis obligée de revoir beaucoup de mes positions. Vous êtes né dans une famille où la liberté n'est pas un vain mot. Est-ce que finalement, paradoxalement, au fur et à mesure, avec le temps qui passe, vous apprenez à être libre? Oui, et c'est pas gagné. Je crois que c'est la chose la plus difficile à acquérir, sa liberté, s'affranchir de l'éducation qu'on a reçue, de la vie qu'on a eue, des douleurs qu'on a traversées, ou dont on garde des traces physiques, psychiques. S'affranchir de tout ça, c'est très compliqué. Et s'affranchir aussi du regard des autres, de la société. Je crois que la liberté, je ne pense pas qu'on ne l'acquiert jamais dans sa vie. Et puis en plus, sa liberté à soi, c'est un frein à la liberté des autres souvent. Donc c'est très très compliqué. Mais je crois qu'en vieillissant, s'il y a une chose qui est sympa dans le fait de prendre de l'âge, c'est qu'on ose s'affranchir de plus de choses.
Quel est le personnage historique ou de fiction dont vous auriez aimé vivre la vie? Merlin l'Enchanteur. Ah, c'est chouette. C'est mon côté enfantin et magique. Quelle est la situation dans laquelle vous vous sentez le plus obligé de faire semblant? Oh là là, vous en posez des questions. Bah, je Dans suis laquelle désolé. je suis... Vous savez, j'ai comme tout le monde parfois le syndrome de l'imposteur. Hmm. C'est bon signe. Ça veut dire que vous remettez en cause. Donc il m'arrive d'animer des conventions, des séminaires pour des grosses entreprises sur des sujets très pointus. Et là, je crois que je fais bien semblant de savoir de quoi je parle. Bah, c'est peut-être ça, être professionnel. Non, 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 non. Qu'est-ce qui arrive encore à vous mettre en colère? Alors, je suis naturellement pas quelqu'un qui se met beaucoup en colère. Oh, vous avez dû être en rogne contre les médecins à une époque, et contre certains psychologues, et contre certaines personnes qui vous disaient «Allez, tout va bien, mais ça ira mieux, mais c'est pas grave». Oui, je peux... Mais je mets du temps avant de m'emporter. D'accord. Ce qui fait d'ailleurs comme toutes les personnes comme moi, c'est-à-dire on accepte beaucoup de choses ou on intériorise beaucoup de choses et puis au moment où ça sort de façon démesurée. Mais les dernières choses qui ont pu me mettre en colère, moi aujourd'hui ce qui me met en colère c'est l'écologie. Je suis viscéralement attachée à la nature, au respect des choses, des gens, de tous les êtres vivants, de la nature et je suis... peut-être que la dernière chose qui m'a mise en colère, je suis allée encore à Noël chez une amie et je constate qu'elle ne trie pas ses déchets. Ouais. Et j'avoue que je suis à la fois atterrée, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, on mette encore en doute cette idée-là et qu'on ne le fasse pas. La colère ne vient pas à ce moment-là. La colère, elle peut venir quand tout d'un coup, j'essaie d'expliquer gentiment, de demander pourquoi. J'explique, j'argumente et que je vois que la personne peut faire preuve d'une totale mauvaise foi, que simplement, elle n'a pas envie de faire un effort. Or, l'effort pour moi de trier les déchets, c'est tellement rien que ça peut me mettre un peu en colère. Quel est, parmi vos défauts, celui auquel vous tenez le plus? Je peux avoir l'air un peu... Oui, on m'a accusé la dernière fois en famille d'être un peu réac. Alors, c'est pas du tout moi, je suis pas réac, mais de temps en temps, dans un débat, je peux faire preuve d'une totale mauvaise foi, mais parce que je me donne le droit de prendre le temps de réfléchir. Alors, je peux donner l'impression de rester un peu ancrée sur une position, mais c'est-à-dire, je ne vais pas rester ancrée de façon obtuse, j'argumente. Mais j'argumente toujours dans ma position. Alors, c'est des arguments, c'est très raisonné. Et en même temps que j'argumente, je sais que je commence à adhérer à la position de l'autre, à laquelle j'ai l'intention de réfléchir après. C'est très vicieux comme mode de pensée. Mais j'ai pas envie d'y renoncer tout de suite parce que ça me permet de continuer à réfléchir. Il y a un côté dialectique, c'est en s'opposant, en se disputant, en discutant, qu'on progresse soi-même et qu'on se remet en cause. Et puis, si on n'a pas exprimé ce qu'on pensait, c'est difficile de savoir ce qu'on pense réellement, ce qu'on a viscéralement au cœur. Donc, je comprends tout à fait que vous ayez besoin de le... Mais je vais au bout, c'est-à-dire que même si j'ai commencé à adhérer au discours de l'autre, je suis toute en mauvaise foi et je vais au bout de mon argumentation et je cherche encore plus d'argumentations qui vont de mon côté, alors qu'en fait, je sais que j'ai déjà tort. Parce que vous aimez jouer, parce que vous aimez gagner? Il y a peut-être un peu d'orgueil. Il y a peut-être un peu d'orgueil mal placé où je ne vais pas vouloir avouer que j'ai tort tout de suite. Mais en revanche, après, je vais revenir 2 heures plus tard sur le sujet en disant « En fait, j'ai réfléchi, je pense que tu n'as pas tort. » Mais je crois que sur le coup, c'est un petit orgueil un peu... Voilà, c'est peut-être l'orgueil qui ne va pas. Tout le monde aime et vous détestez. Quelle est cette œuvre? Oh, il y en a un. Si, alors... il y a 2 choses. Je ne supporte pas les films avec Louis de Funès et je crois que je suis la seule au monde. Et je déteste la guitare électrique et là, je me sens très, très seule. Même La Grande Vadrouille? Ah non, mais c'est pas possible, je vous assure. Je ne supporte pas ce type de comédie tout en excès et répétitif tout le temps. Quand vous avez vu un Louis de Funès, excusez-moi, vous les avez tous vus. Et le même personnage avec les mêmes mimiques pendant tout un film, 1h30. Et non, vraiment, j'y arrive pas. Et je me sens très, très seule dans ces moments-là. Ah bah oui, c'est comme si vous me disiez que vous n'aviez pas vu Star Wars, par exemple. Bah, j'ai vu Star Wars, je suis pas une inconditionnelle. Oui, ça se regarde, mais enfin, bof. Dernière petite question. Si dans 100 ans, des scientifiques vous ressuscitent, ce sera pour quelle raison? Ce sera parce qu'on a trouvé un autre moyen de vivre
et que la planète est magnifique, qu'on arrête de mettre du béton partout et qu'on a banni la couleur grise aussi. Les villes sont grises de béton et je trouve ça épouvantable. Non, je veux bien qu'on me réveille dans 100 ans si vraiment on a réussi à trouver un moyen de vivre dans lequel les êtres humains sont à égalité et la planète aussi, où on a un respect pour tout. Alors ce sera peut-être dans 200 ans, mais ça me semble un bon programme. Merci. Merci beaucoup, Églantine Émeillé. Je vais vous faire un vrai compliment. Pour moi, vous êtes une héroïne. Alors peut-être que toutes les mamans le sont, mais vous avez quand même, pendant 10 ans, euh, vous avez livré plus de combats que la moyenne d'entre nous. Et si je devais retenir un mot pour vous décrire, je dirais que c'est l'élégance. Alors pas une élégance dans la manière de vous tenir, le savoir-vivre ou la manière de, comment dire, la manière de vous habiller, par exemple. Tout ça, c'est des choses un peu trop évidentes, mais quelque chose qui est plus rare et plus précieux, c'est une vraie élégance d'âme. Donc je vous remercie d'avoir parlé aussi sincèrement de vous et de l'avoir fait avec autant d'élégance. C'est vraiment touchant, c'est rare et c'est très appréciable. Merci beaucoup, Églantine Je Émeillé. suis très très touchée de tout ce que vous dites, sincèrement, et je vous en remercie beaucoup. Et merci de ce moment passé avec vous.